Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous dans 24 heures en question. Le gouvernement fait-il des économies sur le dos des pauvres ? Je pense que le gouvernement a réaffirmé que la politique du handicap était une priorité du quinquennat et que justement on fera tout pour que ça le soit tout au long du quinquennat. Et changer le regard sur le handicap est une de mes priorités. Et quand on baisse de 5 euros les APL pour tous, y compris les plus démunis, est-ce que c'est une mesure qui est juste ? Pour l'instant, la justice, c'est de pouvoir justement verser les allocations qui sont dues aux personnes handicapées, et notamment l'allocation adulte handicapé. Et nous avons fait en sorte que le budget 2017 puisse être tenu, parce que malheureusement, il y avait eu des gels de crédits sur l'allocation des adultes handicapés, et en 2017, il ne sera pas touché aux allocations d'adultes handicapés. Donc je pense que là, la preuve est faite que les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans la société, toute leur place dans la politique du gouvernement. Le gouvernement qui a dit vouloir faire du handicap, et vous êtes là pour nous le confirmer ce soir, l'une de ses priorités, et en même temps, aucun ministère ne peut échapper aux coûts budgétaires pour boucler ce fameux budget. Donc comment on peut mener cette politique d'accompagnement, de prise en charge sur la question du handicap, et en même temps faire des économies ? Je pense qu'on peut servir beaucoup mieux les personnes en situation de handicap dans l'accompagnement de leur parcours en transformant l'offre du médico-social aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une politique budgétaire qui est très en silo, qui est très cloisonnée. Donc justement, en travaillant sur cette offre, en décloisonnant les politiques, en travaillant avec les collectivités territoriales, locales, on peut certainement améliorer le service rendu à coût constant. Donc ça sera justement tout l'objectif de mon travail, en partenariat avec les associations, qui sont aujourd'hui un des piliers vraiment de la politique du handicap, en partenariat avec les collectivités territoriales, car je rappelle que ce sont les départements qui mènent la politique handicap et qui la font vivre, avec notamment l'animation des maisons départementales des personnes handicapées, et je suis sûre que nous pourrons en reparler pour le service rendu aux personnes en situation de handicap. Vous parlez de coûts constants, ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse. Est-ce qu'on peut sanctuariser le budget sur la question du handicap si c'est une priorité du gouvernement ? 2017, en tout cas, nous sanctuarisons, puisque, par exemple, l'allocation adulte handicapé sera versée dans sa totalité, puisque, justement, les places d'établissement qui sont programmées seront installées en 2017, notamment avec la fin d'installation du 3e plan autisme. J'ai lancé le 4e plan. On va y revenir dans un instant. On y reviendra. Donc, je pense qu'en effet, la politique du handicap est vraiment une des priorités, et elle se traduit par ce maintien, en effet, de cet engagement. On l'a entendu dans son discours de politique générale, Édouard Philippe s'est fixé des objectifs extrêmement précis et ambitieux. Quelle est votre feuille de route pour notamment rendre accessibles aux personnes handicapées les lieux publics, pour soutenir les familles qui prennent en charge, comme vous, une personne qui a un handicap et qui se sentent souvent isolées et peu ou pas aidées financièrement ? Je pense qu'en effet, la détresse des familles est réelle. Et moi, ma feuille de route, mon fil rouge, ça sera l'accompagnement des familles. L'accompagnement, l'écoute. Je reçois près de 200 courriers tous les jours qui font état justement de dysfonctionnement, de lourdeur. Donc simplification des procédures pour les personnes handicapées. Confiance en leur expertise pour évaluer elles-mêmes leurs besoins. Et donc là, on a certainement un gant, je veux dire, important de procédures, de rapidité de réponse. Simplification, modernisation, accompagnement, vous avez tout à fait raison, l'écoute et surtout changer le regard que l'on porte sur la personne en situation de handicap. C'est très important que les mères, parce que souvent ce sont des mères un peu isolées, qui élèvent leurs enfants, changer le regard, les accompagner sur les possibilités, simplifier l'administratif, parce que les dossiers qu'elles doivent remplir constamment, prouver qu'on est toujours en situation de handicap, donc il faut rallonger les délais pour permettre à ces familles de souffler et vraiment de s'occuper de leur enfant plutôt que de s'occuper des dossiers en permanence. Vous voulez revaloriser l'allocation adulte handicapé, actuellement autour de 800 €. À combien elle pourrait se monter ? L'engagement du président de la République a été de la porter à 900 €, puisqu'on est aujourd'hui à quelques 810, vous avez tout à fait raison. Donc nous travaillons sur le calendrier de cette augmentation. C'est un coût important, certes, vous avez raison. Il y a à peu près 1 million de personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Donc vous imaginez bien que 100 €, ça fait 1 milliard. Mais c'est un engagement du président de la République. Et donc nous travaillons sur le calendrier aujourd'hui pour pouvoir répondre à cet engagement. Mais elle pourrait intervenir dès l'an prochain ? C'est un engagement sur 2018 en effet.
Alors vous le disiez, un 4e plan autisme est désormais lancé. Les constatations commencent depuis le début du mois. Il y a déjà eu 3 plans autisme au bilan mitigé. On sait comment concrètement vous allez faire pour ne pas reproduire les erreurs passées, le manque de place pour les enfants et les adultes atteints d'autisme qui doivent, pour ceux qui le peuvent financièrement, partir en Belgique pour trouver des places. Alors aujourd'hui, il manque des places en France. Ceci dit, les départs en Belgique sont arrêtés. C'est vraiment, il y a eu un investissement l'année dernière pour justement permettre de trouver des réponses de proximité avec la réponse accompagnée pour tous qui met justement en synergie tous les acteurs et qui permet de rallonger des crédits à des établissements pour pouvoir accueillir ces personnes. Ceci dit, vous avez tout à fait raison, la situation est encore très difficile, il nous manque des places certes, mais aussi il faut qu'on travaille sur la prise en charge précoce, le diagnostic précoce, l'accompagnement à ce diagnostic, il faut qu'on travaille à une meilleure scolarisation. Il y a eu des progrès de fait avec les unités d'enseignement maternel qui ont été développées. Il faut qu'on puisse accompagner la poursuite de ces parcours en termes d'école. Il faut qu'on travaille, et ça sera un des axes du 4e plan autisme, sur l'emploi des adultes avec autisme. Ça a été une des faiblesses des 3 précédents, l'emploi des personnes adultes avec autisme. Et nous allons travailler aussi sur 2 axes. Et c'est là toute la force du secrétariat d'État rattaché au Premier ministre de pouvoir actionner les leviers d'interministérialité, car au 4e plan autisme, au lancement, étaient présents 3 ministres. La ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Recherche. Nous allons nous appuyer sur la recherche, l'innovation et la formation des professionnels. Ce sont un peu les quelques axes que le 4e plan va porter, avec une méthodologie intéressante qui sera la concertation dans les territoires. Parce que justement, ce qu'il pêchait au précédent, c'était que ce n'était pas construit en territoire et donc ce n'était pas après mis en œuvre dans les territoires. Là, nous allons partir de concertation locale. Je voudrais vous faire réagir sur ce fait rare en France, sur cette action de groupe qui est menée par plusieurs familles, l'association Autisme Vaccination devant le tribunal de grande instance de Paris contre plusieurs laboratoires français, américains, anglais, accusés d'être responsables de la recrudescence d'autisme chez les jeunes enfants, notamment à cause de substances nocives contenues dans les vaccins. Est-ce qu'il faut faire un lien entre vaccination et autisme ? À ce stade, moi, je ne suis absolument pas capable de faire ce lien et je pense qu'il y a des études scientifiques qui peuvent tout à fait prouver qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Il y a des études de l'INSERM, il y a des études de la Haute Autorité de Santé, donc il faut faire confiance à nos scientifiques. Mais bon, nous verrons, mais de toute façon, il n'y a pas de lien direct prouvé. Donc, pour l'instant, nous travaillons avec Madame Buzyn à répondre justement à ces collectifs, à ces... Mais est-ce que vous comprenez leur inquiétude ? Mais bien sûr que je comprends leur inquiétude, mais pour l'instant, elle n'est pas prouvée scientifiquement. Donc il faut raison garder et puis surtout avant de travailler sur ce problème-là, écouter les familles et leur trouver des réponses accompagnées pour trouver des solutions pour leurs enfants et leurs adultes. Parce qu'on sait qu'il y a une méfiance des Français vis-à-vis des vaccins. On sait que le gouvernement a décidé de rendre 11 vaccins obligatoires au lieu de 3 pour la petite enfance. Certains se disent, mais est-ce que c'est un gouvernement à la solde des laboratoires ? Je pense que, en tout cas, mon propos n'est pas du tout de commenter cette revendication. Mon propos, il est d'accompagner les familles sur des solutions, trouver des solutions pour les personnes avec autisme, leur apporter des réponses à leurs problématiques. Et je peux difficilement me prononcer sur cette problématique-là. Même si certains vaccinosceptiques, comme on les appelle, disent vraiment est-ce que c'est utile de vacciner un enfant de 6 mois contre l'hépatite B, par exemple, qui se transmet essentiellement, même s'il y a plusieurs facteurs, par transmission sexuelle. Je fais tout à fait confiance à la ministre de la Santé pour pouvoir répondre à ces personnes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elles peuvent les contacter. Mais moi, en l'occurrence, je préfère rester sur mon domaine du handicap pour pouvoir vous répondre sur les questions justement des personnes handicapées. Vous êtes novice en politique. Quel est votre sentiment, votre retour après plusieurs semaines au gouvernement ? Quelle est la méthode de gouvernance quand on est ministre sous Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? La méthode, elle est très simple, c'est tout à fait, en tout cas sur le handicap, c'est la transversalité de mon domaine et donc l'interministérialité. Ce qui veut dire que ce sont des feuilles de route croisées. J'ai énormément rencontré les différents ministres et nous allons avoir un comité interministériel du handicap fin septembre pour pouvoir mettre en œuvre justement cette interministérialité, ces feuilles croisées, en nous appuyant sur des référents handicap dans les différents ministères pour pouvoir dérouler justement ces engagements collectifs pour porter ce projet de société inclusive.
changer le regard dans tous les domaines, que ce soit l'école, la santé, l'emploi, la culture, le sport. On a vraiment des marges de manœuvre très importantes. Et le gouvernement a prouvé qu'il était tout à fait à l'écoute du secrétariat d'État au handicap, parce que les feuilles de route sont vraiment en train de s'établir de façon croisée. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, de devenir ministre ? 20 ans de vie associative, d'écoute des parents, d'écoute tout type de handicap, tout type de situation. La rencontre pendant les campagnes avec les différents candidats. Une vraie écoute de l'équipe d'Emmanuel Macron sur l'envie de changer les choses. Et donc, quand on m'a proposé, j'ai foncé. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir dérouler des solutions pour des problèmes que je connais vraiment bien, intimement, puisque depuis 20 ans, au-delà de la présidence d'associations, j'étais aussi dans des MDPH, dans des maisons départementales du handicap. Et le fait de pouvoir écouter tous les types de handicap, je pense que c'est très important parce que collectivement, on pourra trouver des solutions. Est-ce que le président ou le Premier ministre vous a dit pourquoi il est venu vous chercher, vous ? Je pense que ça a été une rencontre très intéressante pendant la campagne avec un groupe de travail où le président a souhaité rencontrer beaucoup d'associations concernant le handicap. Sa femme était présente, très attentive, très à l'écoute. Et quand ils m'ont proposé de travailler un petit peu plus en profondeur sur les propositions que ma fédération portait, j'ai senti une vraie empathie, une vraie écoute. Donc je pense qu'il a voulu choisir quelqu'un qui connaissait les problèmes. C'est vrai que je ne suis plus présidente d'association, mais je suis mère d'une jeune fille de 21 ans, Julia, qui est porteuse de trisomie 21, et donc qui me rappelle tous les jours les besoins d'accompagnement et les envies et les attentes des personnes. Ma feuille de route aussi, elle partira de l'expertise des personnes, je vous l'ai déjà dit, mais surtout de l'autodétermination, c'est-à-dire comment aider la personne à choisir sa vie et ne plus la subir. Je pense qu'il faut laisser la parole aux personnes. Elles savent ce qu'elles attendent de la société, il faut les aider à pouvoir l'accomplir. Vous évoquiez Brigitte Macron, qui a été très impliquée notamment sur la question de l'autisme. Pendant la campagne, on sait qu'elle a organisé une réunion sur le sujet. Est-ce que c'est elle qui a sensibilisé le candidat devenu président sur la question du handicap et de l'autisme notamment ? Je pense qu'il faudrait lui demander, mais elle a une vraie empathie. Et d'ailleurs, on travaille en étroite collaboration parce qu'elle reçoit aussi énormément de courriers tous les jours. Donc nous travaillons sur les réponses conjointes que l'on peut faire. Les Français se tournent vers elle parce qu'ils ont senti une vraie écoute, pas que sur l'autisme, sur l'ensemble des problématiques du handicap, sur la solitude des familles, parfois leur désespoir quand elles sont perdues face aux méandres administratifs. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec elle-même et mon cabinet pour pouvoir apporter les meilleures réponses, puisque nous sommes toutes les deux assez sollicitées par des courriers. Est-ce qu'il fallait quelqu'un comme vous qui soit passé par là pour comprendre la solitude et l'isolement des familles qui sont confrontés au handicap? Je pense que c'est un plus parce que, en effet, je connais les dysfonctionnements, mais ce que j'attends aussi de tous les contacts que j'ai pu avoir avec toutes les familles, c'est porter leurs solutions. Parce que les familles ont des solutions. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de partir des innovations, des territoires, des dispositifs expérimentaux qui existent et la politique publique du handicap, notamment avec les agences régionales de santé, commence à faire beaucoup pour écouter ces solutions et essayer de les mettre en œuvre. Tout à l'heure, je vous parlais de la transformation de l'offre. Il y a vraiment cette mouvance. Je pense qu'on est à un tournant important pour la politique du handicap où on comprend enfin que les politiques publiques doivent répondre aux besoins des situations des personnes en situation de handicap et non plus être imaginées depuis là-haut et de redescendre. C'est vraiment le mouvement ascendant que l'on souhaite et donc j'espère pouvoir vraiment être à l'écoute et pouvoir dérouler les feuilles de route. On parlait de la Belgique. Est-ce que la France est très en retard, notamment par rapport à ses voisins européens, sur la question du handicap ? C'est très variable. En Europe, vous avez des pays qui ont pris en compte la situation des personnes de façon variée. On trouve des solutions très intéressantes dans beaucoup de pays différents. Et par exemple, la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu en novembre est un espèce d'état généraux très intéressant pour croiser les regards, voir ce qui a marché, voir ce qui marche moins bien. Certains sont plus avancés sur l'inclusion de la personne, d'autres ont préféré des filières plus spécialisées. Donc l'Europe est de façon différente, de façon intéressante, mais c'est vrai qu'il y a une mouvance sur ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation du handicap, c'est-à-dire permettre à la personne de circuler, pour autant en étant très bien accompagnée avec des professionnels, des services réactifs et souples, autant que son désir le souhaite.
Quel gage vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent et qui sont confrontés à la question du handicap, de l'autisme, pour montrer que ce que vous nous dites sur la priorité du gouvernement sur le handicap, ce n'est pas uniquement de la communication, uniquement de l'affichage? Le gage, c'est ma feuille de route, hein, c'est-à-dire que j'ai décliné sur tous les chantiers, sur tous les domaines où il y avait des leviers d'amélioration. C'est mon engagement, c'est l'engagement des administrations centrales qui ont envie de réussir, c'est l'engagement des agences régionales de santé, c'est l'engagement des départements que j'ai rencontrés, qui sont encore une fois chefs de file de la politique du handicap, qui ont vraiment envie de pouvoir moderniser le service rendu à la personne en situation de handicap, en raccourcissant les délais dans les MDPH, en essayant de simplifier. C'est vraiment le maître mot, simplifier, décloisonner. Le gage premier, c'est mon engagement et l'engagement du gouvernement de façon collective grâce à cette transversalité et cette interministérialité. Est-ce que vous pensez que la détermination affichée du président sur cette question peut vraiment faire avancer votre dossier? Mais bien sûr, j'en suis persuadée. Celle du président, celle du Premier ministre, celle du gouvernement, la mienne. Je pense qu'il y a une vraie volonté affichée. Et encore une fois, les feuilles de route croisées sont quand même un engagement fort. Avec ce comité interministériel du handicap, les ministres vont se positionner, que ce soit de l'école à l'enseignement supérieur. Il y a des vraies volontés de faire monter en qualification les jeunes handicapés, de leur permettre d'avoir accédé à l'emploi, de les aider à accéder à l'emploi et être maintenus dans l'emploi, ce qui est très important, de s'occuper de ceux qui ne peuvent pas travailler justement en revalorisant l'allocation d'adultes handicapés. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté qui est mise en marche et puis nous allons pouvoir la piloter, rattachée au Premier ministre. Donc ça veut dire que chaque ministère, si je puis dire, mettra la main à la poche. La main à la poche, la main à la pâte surtout, parce qu'il